Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Tic-tac, remonté comme un coucou suisse, les créations de Catherine Rivière s'animent comme par magie ou presque. Comme pâtisserie rime avec produits du terroir, c'est que le gourmand Jean-François Fauché n'est pas loin. Si vous êtes nul en coloriage, ouvrez bien les yeux car voici un repérage dédié aux ateliers d'artistes. Prenez-en de la graine. Du rouge, du jaune, du bleu et des paillettes, vous n'êtes pas en plein trip mais bien dans l'atelier de création d'Elie Grita. Bon pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est Point de vue. Si vous avez déjà la main verte ou même si vous n'y connaissez rien au bégonia, pas de problème pour porter les créations de Passion Flower. Terminez le cache-pot vieillot Bonjour petite plante au bout des doigts ou autour du cou. Un drôle de concept qui sort du jardin, petites succulentes et autres plantes grasses, 100% naturelles. En passant par Angers, vous apercevrez peut-être cette drôle de bâtisse à mi-chemin entre une bicoque ensorcelée et un vestige architectural. Ici, colombage et drôle de statue partagent le même toit pour le bonheur des touristes et des habitants depuis 1491. À vous de débusquer le couple d'amoureux, le centaure ou encore le petit malin qui monte ses fesses. Si on vous dit que l'auteur du Houssou des grandes personnes est un hipster à barbe, vous nous croyez? Il a dressé dans ce livre aux allures d'encyclopédie illustrée les portraits d'hommes et de femmes aux métiers aussi différents que boucher, samouraï ou encore surfeuse. Vous y trouverez aussi les accessoires indispensables pour devenir un bon boxeur à dévorer. On a trouvé la solution aux cheveux sans volume, aux crinières indomptables et aux fashionistas en manque de must-have. Oui, et celle qui garde le secret des têtes coiffées, c'est Paloma Germain. Plutôt années 20 ou ethnique chic, en velours ou en soie, on vous promet que vous ne ressemblerez pas à un œuf de Pâques si vous suivez bien le tuto. Gepetto n'est pas de la partie cette fois-ci, mais Catherine Rivière nous montre tout de même comment elle donne vie à ces drôles d'automates. Et si Pinocchio existait vraiment, et que Gepetto était une femme, et qu'elle s'appelait Catherine Rivière de Haye? Vous ne voulez pas nous croire? Eh bien regardez. Dans cet atelier à Versailles, danseuses, magiciens et autres pantins prennent vie entre ses mains. Catherine crée, fabrique ou rénove des automates et des tableaux animés pour les particuliers qui sont restés de grands enfants. Un métier qu'elle découvre il y a une trentaine d'années auprès de Renato Boiretto, un maître d'art. Déjà, lorsque j'étais aux Beaux-Arts, j'avais envie de faire bouger mon travail, toutes mes créations. J'ai fait du dessin animé. C'est un métier qui regroupe tous les métiers que j'ai appris, autant la couture que le décor, que le moulage, la sculpture. Donc c'est un métier passionnant pour moi, je m'ennuie jamais. Mais avant de donner vie à ces automates, Catherine commence par les dessiner. Le dessin me permet de retranscrire mes idées et de me faire comprendre par le dessin à mes clients. Et il permet aussi de retranscrire les idées de mes clients. Donc on peut se comprendre par ce biais-là, par le dessin d'art. Vient ensuite le temps de la mécanique et là encore, tout commence par un crayon et du papier. Je fais le dessin de mes cames. La came, c'est la mémoire de l'automate. Il y a en général une came par mouvement. Donc on fait le dessin technique de chaque mouvement. Le bras, là c'est le bras droit qui va monter à la 13e seconde, redescendre à la 14e, remonter à la 15e et ainsi de suite. Et un levier va suivre ce mouvement. À ce levier va être fixé un axe qui va donc reproduire le mouvement de la came, par exemple au bras. Tout est une question de rouage, came, ressort, levier et autres mécanismes qui permettront à Catherine de monter la structure de l'automate. Mais attention, les gestes doivent être fluides et pour cela, Catherine a une astuce. Moi, je me mime dans le miroir. Avant de dessiner, je me mime, je chronomètre, je fais tous les mouvements dans le miroir. Après la mécanique, il faut mouler le corps de l'automate.
Le peindre, et coudre son costume. Des étapes minutieuses qui participent à la magie de ces petits pantins. Il faut que l'esthétique, le décor, la couture, les accessoires fassent oublier tout ce qu'il y a derrière l'automate. Donc tout le travail énorme avec la mécanique. Voilà, donc ça doit nous faire rêver, donc on doit oublier tout le travail qu'il y a derrière. Et pour nous faire rêver, Catherine a encore 1000 idées, notamment ces petites danseuses style 18e. En fait, c'est un petit mécanisme musical avec une petite palette qui monte et descend et qui fait monter et descendre ma danseuse, ce qui lui donne un mouvement tournant. Un petit peu aléatoire, elle bouge dans un sens, dans l'autre. Et voilà, je pense que c'est un nouveau projet que je lance et j'espère que ça va plaire. En tout cas, moi, ça me plaît de le réaliser. Mais d'où lui viennent toutes ces idées ? En fait, ce sont des idées que j'ai depuis longtemps, que j'ai envie de réaliser depuis des fois des dizaines d'années. Ça peut être un spectacle, une exposition, et puis ça mûrit longuement. Voilà. Et puis un jour, lorsque j'ai du temps, et donc je m'y mets, je me lance. Musicien, magicien, tableau coquin ou encore docteur vénitien ont plus d'un tour dans leur boîte à musique. C'est son amour des bonnes choses que Jean-François Fouché nous fait partager aujourd'hui. Attention, saveur authentique en perspective. Du jardin à la pâtisserie, il n'y a qu'un pas pour Jean-François Fouché. Élu dans le top 10 des meilleurs pâtissiers de France, Jean-François développe son propre univers entre cuisine et pâtisserie. C'est auprès de chefs étoilés qu'il débute sa carrière. Une rencontre avec Jean Bardet va changer sa vision de la pâtisserie et faire naître la signature même du chef, la pâtisserie de Verger. Suivant ce que nous offre la nature, on fait les gâteaux avec. C'est tout simple. Voilà, on va au marché, suivant les fruits qu'on ramène ou au verger, on fait des gâteaux avec ce qu'on ramène. Ce matin, le chef a ramené des pommes de son jardin pour faire des chaussons. Mais oubliez le goût de compote sucrée et lisse que l'on connaît. On suit la saison, donc les pommes changent suivant leur variété et puis la saison. On fait des mélanges de pommes, voilà, c'est ce qui fait la personnalité de notre compote de pommes. Ça fait vraiment le chausson aux pommes que je ferai avec ma mère, quoi. Et c'est ce que j'ai envie de retrouver, quoi. Quand les produits ne viennent pas directement de son verger, ils viennent de petits producteurs. Comme pour cette nouvelle recette de cookies au chocolat, grués de cacao et noix que le chef met au point. Donc on n'utilise que des noix du Périgord. C'est vraiment la démarche de l'entreprise, c'est d'essayer au maximum d'être en local. Je trouve que la noix de pécan est magnifique, mais bon, je préfère utiliser une noix du Périgord et faire travailler des agriculteurs qui sont en France et qui font un travail incroyable, quoi. Ce jour-là, Jean-François Fouché a rendez-vous avec son chocolatier. Le chef a ramené de son jardin de la betterave, du panais et des carottes qu'il voudrait associer avec le bon chocolat. On va peut-être commencer par la betterave. Ça, c'est plutôt terreux un petit peu. Terreux, fumé. Je pense que pour la betterave et le côté terreux, le mariage idéal, ça serait d'aller en Tanzanie, de voyager jusqu'en Tanzanie. On va tester. C'est pas mal. Hein, tu me feras une petite nougatine, on va peut-être la rebroyer un tout petit peu pour la faire plus fine, tu vois. Et puis tu me feras un crémeux avec ça. Et puis une petite marmelade, là je vais t'en refumer, peut-être la fumer un tout petit peu plus. Ouais. De la betterave dans une pâtisserie, pourquoi pas? Et de toute façon, le chef ne vous laisse pas le choix. Ici, pas question de manger une tarte aux fraises en hiver. Voilà, on est en hiver. La nature fait qu'on s'oriente vers ces produits parce que c'est la bonne périodicité. C'est tout simple en fait.
Jean-François est aussi un grand voyageur. Amérique du Sud, Dubaï ou encore États-Unis, son ancienne carrière au parc Hayat lui a permis de découvrir le monde. Et si certains ramènent des objets en guise de souvenirs, le chef, lui, ramène des recettes et d'autres ingrédients. Moi, j'aime bien faire le Mont Blanc. Et en Argentine, il y a un bulbe de rose qui s'appelle la Rosa Mosqueta. Et il y a une purée dedans qui ressemble un peu à de la tomate, mais très acidulée, un peu sucrée. Et ça s'associe parfaitement avec le marron. En 2010, le chef laisse les cuisines des grands hôtels pour ouvrir ses propres boutiques en Normandie. Puis en 2017, il s'associe à deux de ses clients, Stéphane Brunel et Jonathan Lambert, et ouvre une boutique à Neuilly. Et cerise sur le gâteau, tous les trois partagent la même vision de la pâtisserie. Ce qui m'a plu, c'est le côté non sucré des desserts et ce côté, les goûts sont francs. Il n'y a pas des mélanges. On trouve aujourd'hui des pâtissiers qui font des très beaux gâteaux. Puis en fait, on se perd dans les goûts. Alors que nous, ce qui nous caractérise vraiment, ce qui caractérise notamment les créations de Jean-François, c'est des goûts très francs, très marqués et c'est ça que j'adore. Tarte de saison, gâteau de voyage, viennoiserie de notre enfance, définitivement, la gourmandise est un bien joli défaut. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous avez commencé à 15 ans avec un CAP cuisine. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire de la pâtisserie, à vous spécialiser sur la pâtisserie? Je pense que c'est les parents qui étaient vraiment des épicuriens et qui m'ont amené à bien manger. Ouais, ça revient toujours à l'enfance. Et puis ça se fait tout seul après, voilà. Et puis c'est vrai que j'étais tout le temps en pâtisserie, donc le chef m'a dit, écoute, si t'aimes la pâtisserie, il faut... Mes parents m'avaient plutôt orienté vers la cuisine, ils m'ont dit, écoute, tu fais la pâtisserie et puis c'est un très beau métier. Ensuite, vous avez fait votre apprentissage dans des grandes maisons en France, notamment chez Jean Bardet, qui vous a initié au potager. Oui, donc j'ai commencé par La Chapelle, puis Jean Bardet, deux maisons où on privilégie le produit. C'est vrai que chez Jean Bardet, il y avait un jardin qui était accolé à la cuisine. Et, Il paraît qu'au début, ça vous a pas trop plu, c'est ça? Ouais, au début, c'est vrai qu'entre midi et deux, plutôt que d'aller faire la sieste, il fallait faire le jardin et puis ramasser les plantes et les légumes. Mais après, ça devient... on sent qu'il s'est passé quelque chose, quoi. On apprenait vraiment les variétés, comment les cultiver. Du coup, on en prend soin, on travaille le produit d'une manière différente. Et vous vous êtes rendu compte en fait que sans le bon produit, il n'y a pas de bonne pâtisserie, il n'y a pas de bon plat? Absolument. Déjà, voilà, il faut vraiment une très belle matière première. Et puis après, la respecter au maximum, c'est-à-dire des fois faire des choses très très simples avec et sublimer le produit tel qu'il est. Vous êtes parti dans le monde entier pour le groupe Parc Hayat et vous étiez en charge des pâtisseries de 600 hôtels. Comment vous avez géré ça? Donc en fait, voilà, j'ai un petit peu travaillé au départ avec Hayat à l'étranger, en Argentine, au Japon, etc. Et quand je suis revenu faire l'ouverture du Parc Hayat à Paris, on m'a dit, écoute, on a toi et puis un autre pâtissier, vous devez couvrir une partie du globe, tous les hôtels. Donc on s'était répartis un petit peu. Moi, je faisais plutôt Europe, tout ce qui était Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord aussi. Et du coup, on allait aider les nouveaux chefs pâtissiers qui arrivaient ou les ouvertures d'hôtels. Et c'était génial parce qu'on pouvait aller dans les marchés. Il fallait faire en fait de la pâtisserie avec les produits locaux. Alors on dit de vos pâtisseries qu'elles sont modernes, épurées et très peu sucrées. Comment une pâtisserie peut être moderne, épurée et très peu sucrée? Expliquez-moi. Je pense que le Japon, je travaillais au Japon quelques temps et ça m'a marqué. C'est vraiment le discours qui est général, mais ils ont une manière de manger et qui fait qu'il faut aller à la simplicité. Et je pense que beaucoup de cuisiniers l'ont compris et maintenant la pâtisserie aussi vient. Moi, je pense que faire des choses très simples, c'est le plus compliqué. Très épuré, c'est parce que les Japonais disent que si c'est simple au regard, c'est simple à manger. Et pareil au niveau des goûts, il faut que ça soit franc, pas trop de mélange. Voilà, c'est des choses que j'applique depuis ce temps-là et qui marchent. Alors, il y a bien sûr vos créations, ceux dont on a parlé, avec des légumes ou des choses un peu exceptionnelles. Et puis, il y a les classiques de la pâtisserie française. Comment vous les abordez? Les classiques, pour nous, c'est quand même des produits d'appel. On voit quand un client rentre dans la boutique, il faut qu'il soit tenté par des choses très modernes
et puis des choses un petit peu plus rassurantes, un peu plus classiques comme le Saint-Honoré, même si je ne peux pas m'empêcher, je l'ai retravaillé, on le désucre complètement. Moi, je pars du principe que si la matière première est de très bonne qualité, pas besoin de sucrer énormément, il faut faire un juste milieu. Et puis je crois qu'on est dans une époque où les gens font attention, que ce soit pas trop gras, que ce soit que les produits soient identifiables. On sait d'où vient le sucre, d'où vient la farine, etc. Et je pense qu'il faut y être sensible maintenant. Et vers quoi, à votre avis, tend la pâtisserie dans les 10-20 ans à venir? L'évolution, c'est quoi exactement? L'évolution, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense que l'évolution, ça va être ça. Ça va être moins de produits dans les pâtisseries, du frais tous les jours, et puis après, faire travailler des gens en local, avoir des beaux produits plutôt français. On ne peut pas tout, mais on essaye au maximum. Et moi je pense que ça va venir comme ça. En fait, on suit un petit peu les cuisiniers, quoi. Merci Jean-François. Je vous en prie. À vos pinceaux et vos crayons, car voici une palette d'adresses parisiennes dédiée aux ateliers d'artistes qui ne vous laissera pas de marbre. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir les ateliers d'artistes de la capitale. Et comment parler des ateliers d'artistes sans grimper la butte Montmartre pour se rendre rue Cortot? C'est ici que Suzanne Valadon installe son atelier en 1912. Elle y vivra avec son nouveau mari, André Hutter, et son fils, Maurice Utrillo. Un trio de peintres qu'on qualifie encore aujourd'hui d'infernal. On veut vraiment les faire vivre cette expérience, de partager leur vie, de regarder dans la chambre du trio, de voir comment ils vivaient, ses peintures dans le coin, son petit train, d'aller dans l'atelier, de voir la grande lumière, de voir les effets de Suzanne Valadon dans ses peintures et de comprendre son âme, pourquoi elle a adoré tant cet endroit. Et pour pouvoir plonger le visiteur dans la vie de ces artistes, l'atelier appartement a été rénové par le célèbre scénographe Hubert Le Gall. Et la tâche n'est pas des moindres. Du passage de Suzanne Valadon, il ne reste presque rien et les lieux sont en ruine. Il a trouvé les objets un peu partout qui ressemblaient vraiment de très près aux objets qu'on voyait dans les tableaux et dans les photographies de l'époque. Donc c'était un grand travail de recherche. Il l'appelle une chasse au trésor en fait pour trouver des objets pour reconstituer l'atelier. Ici, les tableaux qui ornent les murs sont des copies car les lieux ne permettent pas de conserver les originaux au mieux. Le visiteur est plongé dans le Montmartre du XXe siècle et au cours de la balade, on en apprend même un peu plus sur la vie privée des peintres. On sait que Maurice Utrillo, il était un peu enfantin dans sa tête, il y avait des problèmes, il avait toujours son nounours avec lui, même à 30 ans quand il vivait ici. Et dans les mémoires de Valadon, elle parle de ce petit train qui était utilisé pour calmer Utrillo justement pendant ses crises d'alcool et ses crises de nerfs. C'était presque hypnotique. Il faisait tourner le petit train et la façon de bouger le train le calmait en fait. Si l'âme des artistes hante toujours Paris, vous allez voir que la ville en est fière. Direction cette fois Bastille, à la découverte d'un des 3 ateliers de Paris. Ici, la mairie héberge des entrepreneurs aux métiers artistiques. Joailliers, tapissiers, designers et autres ont à disposition des ateliers pour une durée de 1 à 2 ans et bénéficient d'un suivi pour développer leur activité. Dans ces ateliers, la création est le maître mot, mais toujours dans une ambiance bon enfant. Et quelques expositions sont aussi organisées pour faire découvrir les travaux réalisés au grand public. Direction maintenant la Piazza, face au centre Pompidou, lieu emblématique de l'art contemporain, à la découverte de l'atelier du célèbre sculpteur roumain Constantini Brancusi, qui en 1956 lègue la totalité de son atelier à l'État français. Mais à quelques conditions. Il a légué l'atelier de l'impasse Rancin à la condition que l'État français le reconstitue
dans le Musée national d'art moderne. Brancusi consacre la fin de sa carrière à son atelier qui représente pour lui une œuvre à part entière. Il joue sur la disposition de ses sculptures, les place, les déplace, les prend en photo. Pas question pour l'artiste de voir l'ensemble de son atelier dispersé, et c'est donc cet ensemble que le visiteur va pouvoir découvrir au fil de sa balade. Il a essayé pratiquement de représenter toutes ces thématiques, les colonnes, les têtes allongées, les têtes du nouveau-né, les muses endormies, les torses, torse de jeune femme, torse de jeune homme. Le visiteur est donc plongé dans la dernière œuvre de l'artiste. Il peut même y découvrir ses outils ou encore son laboratoire photo. On comprend alors l'importance de l'atelier pour un artiste. Mettez la discrétion de côté et enfilez une des créations d'Eli Gritta. Du sac au bomber, c'est l'heure de briller. C'est sûr, vous ne passerez pas inaperçu. Danseuse, chanteuse, peintre, DJ, il serait bien difficile de mettre Julia Collot dans une case. Depuis 2015, la créatrice secoue les codes de la maroquinerie avec sa maison Eli Gritta. Ces 4 syllabes énigmatiques venues du Mexique célèbrent son esprit libre et singulier. C'est toujours cette dimension de l'émotion et de la sensation et de comment la transmettre en fait. Et je me suis rendu compte qu'en pratiquant toutes ces activités, ça passait toujours. C'était se laisser traverser par en fait. Se laisser traverser par cette émotion. Et avec ça, qu'est-ce que t'en fais? Avant la maroquinerie, Julia se tourne d'abord vers la scénographie, puis le stylisme-modélisme. Espagne, Japon, Amérique latine, jamais cette passionnée à l'esprit libre ne pose vraiment ses valises. Toujours en quête d'inspiration, de dépaysement et surtout... cette recherche de moi et de mes aspirations, de qui j'étais. Je pense que cette question elle est importante, on se la pose toutes à un moment donné dans notre vie. Je crée une veste que la cliente a envie de porter par rapport à ses émotions, à ses sensations et ce qu'elle a envie de développer en elle en fait. Après une expérience chamanique, Julia a un déclic. L'aventure Eli Gritta commence. Sa collection de pochettes, sacs à main et vestes reflète son univers éclectique et multiple. À chaque femme son individualité et sa pièce personnalisée. Chaque modèle est avant tout le fruit d'une rencontre. Il y a une vraie intimité qui se crée entre moi et ma cliente. Elle participe à ce jeu de créer la pièce qu'elles vont porter. À chaque fois, je choisis par rapport à ce que la cliente me dit des couleurs et des formes qui s'adaptent à elle. Et on parle des couleurs, on parle de ses désirs en fait. Je le réalise en miniature d'abord. Et elle repart avec un petit carton de sa création en miniature qu'elle aura selon la création. Alors ça va de 1 à 2 semaines pour une veste et de 2 à 3 semaines pour un sac. Grâce à ses influences diverses, du tarot au disco, en passant par les années 80, Julia donne à ses accessoires une patte graphique et colorée. Un équilibre rock et élégant rendu possible par les tissus de grandes maisons qu'elle récupère et réinvente. C'est des pièces en série limitée, très limitée, parce que du coup, comme je recycle ces tissus, j'en ai pas forcément des quantités astronomiques. Il va y avoir des fois des pièces qui va y en avoir juste 5 ou 4 ou 3 ou 10 et après il n'y en a plus. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Mais attention, les vestes et les sacs ne sortent jamais en grande quantité. Bien souvent, les matières ne sont coupées qu'une fois pour des modèles uniques. Une pièce d'Eli Gritta, c'est une véritable combinaison de styles, de couleurs et surtout de matières. Alors il y a 28 morceaux, 28 pièces pour faire une veste. Et il y a à peu près 26 morceaux pour faire un sac. Et pour cela, Julia a su bien s'entourer. Des couturiers passés maîtres dans la polyvalence et la dextérité, rivalisant de techniques pour donner une nouvelle vie à une myriade de tissus. Elle travaille aussi en binôme avec un façonnier pour allier sellerie traditionnelle et esprit résolument moderne. À travers ses accessoires pop et décalés, elle parvient à une prouesse, savoir se réinventer, et c'est ce qui fait de ses pièces des compagnons incontournables.
Je voulais qu'il puisse se transformer au fil de la journée. Et on n'est pas pareil le jour que la nuit, on l'a tous remarqué. Donc du coup, je me suis dit, ça serait top d'avoir un rabat jour, un rabat nuit, qu'on change de couleur, mais qu'on garde la même base de sac. Décollage immédiat pour la Galaxy Ellie Grita. Jamais la même, mais jamais une autre, ne vous inquiétez pas, elle vous reconnaîtra. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!